Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bienvenue dans ce nouveau numéro du numérique pour tous. Et aujourd'hui, un numérique pour tous dédié à l'avenir des médias dans un contexte de concurrence des plateformes numériques qui, en effet, depuis plus de 25 ans, ont envahi l'espace informationnel et bouleversé ses codes. Alors, comment lutter contre la désinformation liée à la prolifération des réseaux sociaux? Comment les médias se mettent en ordre de bataille pour lutter contre la baisse des revenus publicitaires? Et comment clarifier le débat sur la place des GAFA dans l'écosystème informationnel? C'est ce que nous vous ferons découvrir dans le numérique pour tous. Et c'est tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et aujourd'hui, un numérique pour tous spécial média. Et pour mieux comprendre cet univers, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Sonac, professeure à l'université de Paris-Panthéon-Assas, membre de l'ancien CSA, devenu Arcom, et auteur du livre Le Nouveau Monde des médias, paru aux éditions Odile Jacob. Nathalie, bonjour, on est ravis de vous avoir parmi nous. Alors Nathalie, en 25 ans, le digital en général et les géants du numérique en particulier ont bouleversé le monde des médias traditionnels tels que la presse, la télé, la radio. Quels sont les principaux acteurs de cette bataille ? Alors déjà, merci beaucoup de votre invitation. Écoutez, les principaux acteurs, effectivement, ça fait une vingtaine d'années que les plateformes numériques, comme on les appelle, les GAFA, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, pour cette partie-là, mais également d'autres plateformes de services de vidéo à la demande, le Netflix, le Paramount, les Disney, finalement, ont complètement envahi notre espace de divertissement, un espace d'information, on y reviendra évidemment. On voit bien qu'en 20 ans, nos vies ont complètement basculé dans le champ du numérique, et avec évidemment des incidences qui sont très importantes du point de vue des médias traditionnels, puisqu'ils se retrouvent en concurrence directe avec des acteurs qui sont, pour beaucoup, pas tous bien sûr, mais pour beaucoup des géants du numérique. Alors, concrètement, Nathalie, est-ce que vous pourriez nous citer quelques éléments concrets dans notre quotidien qui fait que la consommation d'informations a été bouleversée ? Bien, par exemple, les derniers chiffres de Reuters Institute mettent en évidence que 69% des Français consomment l'actualité d'abord sur les réseaux sociaux. Donc, on a Twitter, on a Snapchat, on a Instagram. On parle beaucoup de réseaux sociaux qui sont aussi des plateformes américaines. On peut aussi citer évidemment YouTube, qui est aujourd'hui la première plateforme de vidéo des moins de 30 ans. On a Amazon, qui est la plus grande bibliothèque au monde. Et on a ces géants, les 4 plus grands, en tout cas, ont investi en 2021 près de 100 milliards de dollars, de dépenses d'investissement. Donc on voit qu'ils sont très très présents dans les industries culturelles et médiatiques, et que nous y accédons en permanence. 71% des 25-35 ans consomment et s'informent en premier sur les réseaux sociaux. Donc ils ont envahi, alors j'utilise ce terme haïtien, ils ont envahi parce qu'ils ont une présence quasi hégémonique et avec lesquels nous fonctionnons tout au long de la journée. Alors, dans tous les noms que vous avez cités, il y a beaucoup de géants américains. Et effectivement, dans votre livre, vous expliquez que aux États-Unis, quand on crée un média, on a une réflexion qui est fondée sur le modèle économique et le modèle culturel. Et en France, on pense en général plus comme à la dimension culturelle, d'où la mort de la plateforme Salto. Vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur cette appréhension en fait des modèles de l'information ? C'est vrai que ça fait depuis une vingtaine d'années maintenant, on peut remonter à 30 ans ou 40 ans. En tout cas, dès qu'on l'a pensé, les industries culturelles et médiatiques, on les a d'abord pensées comme des industries culturelles. On les a même pensées comme des produits culturels avant de les penser comme des industries. C'est relativement récent finalement que le terme industrie a été accepté dans cet environnement-là. Et donc les pouvoirs publics ont toujours privilégié le côté culturel avant de penser la dimension économique. Il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup aujourd'hui d'événements comme la fusion TF1 et M6 qui est considérée pour beaucoup comme un échec. Salto par exemple c'est un bon exemple. C'est une plateforme de vidéo à la demande qui avait été déjà partie, qui a réuni France Télévisions, TF1 et M6, donc 3 acteurs historiques qui s'étaient réunis pour fabriquer une plateforme finalement de se mettre en commun, de mutualiser leurs moyens
non pas simplement pour faire face, et moi je pense que c'est un mauvais exemple, pas pour devenir un Netflix à la française, mais pour le moins pour pouvoir présenter une plateforme qui soit française, qui soit européenne, avec surtout des contenus, des films, des séries, des documentaires qui promeuvent la culture européenne et française. Et malheureusement, le dossier est d'abord parti à Bruxelles, ensuite il est revenu 9 mois après dans l'escarcelle de l'autorité de la concurrence, et les barrières qui ont été mises d'enjeux concurrentiels les ont finalement empêchés véritablement de se déployer. Ils ne pouvaient pas communiquer comme il aurait pu, et on voit bien que ces arguments-là qui s'expliquent, évidemment, ça s'explique sur le plan économique, mais on ne les a pas privilégiés parce qu'on ne pense pas suffisamment ces industries comme des industries qui finalement ont un pouvoir d'achat, un PIB, participent de la croissance, emploient des personnes. On les pense d'abord comme une exception culturelle, ce qu'elles sont. Mais moi, ce que je pense, et c'est un peu le coup de gueule de mon ouvrage, de mon essai, c'est justement, on va y venir. Parce que votre essai, enfin plus qu'un essai, est sous-titré Urgence démocratique. Pourquoi le mot urgence est si important quand on parle de cette régulation, on va dire, du monde des médias? Alors, il est urgent à plusieurs niveaux. D'une part, parce qu'on voit bien qu'on vit depuis une dizaine d'années, et c'est fortement accéléré en période de pandémie, puisqu'on a beaucoup utilisé justement les réseaux sociaux pour pouvoir s'informer, qu'ils ont cette place hégémonique. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est que circule sur ces réseaux, sur l'ensemble en fait des moyens de communication aujourd'hui sur Internet, de la désinformation, de l'appel à la haine, donc beaucoup d'éléments de cyberharcèlement. On parle beaucoup de ces éléments-là, et on constate que les questions de désinformation ou de circulation de fake news a des conséquences qui sont extrêmement graves pour nos démocraties. Et puis maintenant, leur modèle économique, comme vous le soulignez justement, Vanessa, vous avez raison, le modèle économique sont des acteurs qui sont extrêmement puissants. Si je prends Google et Apple, ils ont une valorisation de près de 3800 milliards de dollars, c'est-à-dire une valorisation qui est supérieure au PIB de la France. Donc cette puissance économique, cette puissance financière fait que nous sommes obligés de les considérer ou de les prendre en considération quasiment comme des États, parce qu'ils sont plus puissants que certains États. Et donc le cadre dans lequel nos médias traditionnels évoluent ne sont pas adapté ou n'est pas du tout adapté à ces acteurs, à ces géants. Donc ce désordre informationnel est lié en partie à leur modèle économique, un modèle économique qui repose à la fois sur de la publicité en ligne, mais beaucoup sur de la recommandation, c'est-à-dire en fait la récupération de données de façon massive, et puis une algorithmie qui est mise en place et de l'intelligence artificielle qui permet très largement de profiler finalement nos usages, de profiler la publicité qui devient extrêmement efficace, et en étant plus efficace, ils gagnent beaucoup d'argent, et cet argent, ils vont le réinvestir finalement à la fois dans des outils qui permettent encore mieux de nous profiler, et en même temps dans des contenus qui nous plaisent d'autant plus, qui correspondent complètement à nos attentes. Et une fois ce parterre ainsi dessiné, eh bien il y a beaucoup d'éléments comme des scandales tels que Cambridge Analytica, qui est une société d'influence américaine qui avait siphonné, je pense qu'on ne peut pas utiliser d'autres termes, siphonné plus de 80 millions de profils d'utilisateurs pour pouvoir en fait orienter les votes. En l'occurrence, c'était on a bien vu cette utilisation au moment du vote pour Donald Trump lors de la première élection, ou Bolsonaro. Donc en fait le danger qu'il y a derrière, et c'est pour ça qu'il y a de l'urgence démocratique, c'est une possibilité de perte de libre arbitre, et donc de perte en fait en liberté de communication et d'expression. Alors Nathalie, on le comprend à travers ce que vous dites, le mal est à la racine avec l'algorithme, on va dire quelque part. Dans quelle mesure la régulation va pouvoir accompagner? Est-ce qu'elle est en œuvre, ou pour vous elle est insuffisante à ce jour? Alors, il y a plusieurs niveaux. On voit que les derniers articles le mettent en évidence. On voit bien que l'avancée au niveau européen se fait. Alors, on pourrait considérer que c'est pas suffisamment à grands pas, mais néanmoins, ce qu'on appelle le Digital Service Act ou le Digital Market Act vise justement, qui sont des règlements européens, donc avec une application à l'identique en droit national dans chacun des pays de l'Union européenne. C'est évidemment une échelle qui est fondamentale, que ça soit à l'échelle de l'Europe et pas uniquement à l'échelle d'un pays, se mettent en marche pour pouvoir justement réguler ces
les acteurs en matière d'hébergement, en matière de responsabilité, en matière de circulation, de moyens mis en œuvre pour lutter contre les fake news ou tout simplement pour garantir en fait ou protéger le jeune public. Donc au niveau européen, les avancées sont très importantes. Moi en l'occurrence, je trouve que c'est insuffisant au niveau national, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas attendre uniquement la transposition de ces règlements en droit national. Il faut absolument que nous ayons une nouvelle loi pour justement accueillir à la fois ces nouvelles plateformes et beaucoup mieux les réguler et les faire rentrer dans notre escarcelle, et que la loi notamment de 1996, même si elle a des avancées, elle n'est pas suffisante aujourd'hui pour nous protéger. Le message est passé et je rappelle, le bon sens critique aura toujours raison sur la régulation. Merci Nathalie. Je rappelle que vous venez de publier Le Nouveau Monde des médias, paru aux éditions Odile Jacob, qui permet d'avoir une vision très concrète des enjeux au sein de l'univers des médias. Restez avec nous, dans quelques instants, nous aurons le plaisir de découvrir comment la radio et la presse quotidienne régionale vivent précisément ce bouleversement. Le numérique pour tous spécial média, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et tout de suite, dans ce numérique pour tous spécial média, j'ai le plaisir de recevoir le directeur général du groupe La Provence, Gabriel Darcourt. Gabriel, bonjour. Vous êtes donc le nouveau directeur général du groupe La Provence depuis décembre 2022. Et je rappelle que le groupe La Provence, dont les titres sont La Provence et Corse Matin, a été racheté en octobre 2022 par l'armateur CMA-CGM. Après, on le rappelle, un duel épique avec Xavier Niel. Gabriel, La Provence est un fleuron de la presse quotidienne régionale. Est-ce qu'on peut vous demander quelle est votre feuille de route dans le contexte de rachat par la CMA-CGM ? Oui, bonjour. Merci de votre invitation. La feuille de route, elle est assez claire. Vous avez parlé de fleuron de la presse quotidienne régionale. Je pense que la feuille de route, c'est faire en sorte que la Provence redevienne un fleuron de la presse quotidienne régionale. La Provence a connu ainsi que Corse Matin des dernières années un peu compliquées. C'était propriété du groupe Bernard Tapie ces dernières années, avec les difficultés qu'a connues ce groupe. Et puis cette dernière année, effectivement, une bataille entre Xavier Niel d'un côté, Rodolphe Saadé de l'autre, du groupe CMA-CGM pour reprendre le groupe. Il y a eu un peu de retard qui a été pris pendant ces années-là. On sait que le marché des médias évolue de façon considérable. On l'a vu là. Quand on prend du retard dans un contexte comme celui-là, il faut au plus vite redonner une dynamique, redonner un projet. Et donc la feuille de route, c'est celle-là, avant toute chose, pour faire en sorte que d'ici 3-4 ans, la Provence redevienne ce fleuron de la presse quotidienne régionale en termes de qualité éditoriale. Les trois pans, les trois axes, c'est la qualité éditoriale, on y reviendra, la modernité, l'innovation, le digital. Et tout ce que doit véhiculer la marque en termes de modernité. Et le troisième volet, c'est celui de l'engagement et de la RSE. Très important. Gabriel, on a parlé du bouleversement du monde des médias avec Nathalie dans la première partie de cette émission. Comment un titre de presse quotidienne régionale comme La Provence s'adapte justement à la concurrence de ces plateformes numériques qui sont quand même très très puissantes? Je pense que la première des choses à faire, c'est justement de travailler sur la qualité du contenu éditorial, parce que tout part de là. Et donc là, je parle de journalisme et des fondamentaux du journalisme qui sont associés. On attend ça de nous, de la part de la presse quotidienne régionale, cette proximité qui est notre marque de fabrique, mais également cette qualité et cette fiabilité. Et justement, je pense que dans cet environnement complexe, chahuté, où notre modèle économique est déstabilisé par les plateformes, on l'a vu là, on a des atouts, nous, si on mise encore plus sur la proximité, parce que la presse quotidienne régionale, c'est vraiment la proximité, et on sait qu'il y a une tendance
à ce retour, à la notion de territoire, au circuit court, au local, etc. Et ça, c'est notre domaine. Donc, c'est notre point fort. On doit être très, très fort là-dessus. Et l'autre volet, c'est celui de la qualité éditoriale dans un environnement où il y a de plus en plus, et ça n'est qu'un début, et pour les raisons qui viennent d'être évoquées, il y a de plus en plus de flou entre le vrai et le faux. Il va y avoir de plus en plus de tentations de colporter des rumeurs, de travestir les faits. Eh bien, il y aura de plus en plus besoin de médias, je dirais, traditionnels, ou en tout cas qui travaillent à partir des fondamentaux du journalisme pour distinguer le vrai du faux. Et ça, c'est c'est les deux atouts, les deux forces de la presse quotidienne régionale. Donc, je pense que la base, c'est d'être extrêmement costaud dans ces domaines-là. Et puis, une fois que l'on a ces fondamentaux-là, il faut avoir les bons produits, les bonnes offres, le bon marketing. Il faut que la presse régionale intègre le marketing, ce qu'à mon avis, pendant trop longtemps, elle n'a pas fait. Le marketing qui n'est pas un gros mot, mais qui a la capacité à s'adresser de la bonne façon au public auquel on souhaite s'adresser. C'est vraiment des notions que l'on doit intégrer. Il y a le marketing éditorial qui doit prendre place dans nos rédactions. Il y a le pilotage par la data, c'est-à-dire savoir quel est l'impact de ce que l'on produit, à qui on s'adresse, ce que ça donne, si on est lu, si on n'est pas lu. Et tout ça sont des notions que l'on doit renforcer dans nos entreprises pour justement être en capacité d'avoir finalement cette influence et cet impact qu'on évoquait tout à l'heure. Gabriel, en une poignée de secondes, on entend beaucoup parler de cet outil d'intelligence artificielle qui est ChatGPT, qui permet de générer des articles à la demande, des rapports, etc. Vous avez une équipe, vous, à la Provence, de plus de 170 journalistes. De quel œil vous voyez ChatGPT comme un allié qui peut vraiment aller plus loin en termes de performance pour générer encore plus de contenu, ou alors il y a une forme de défiance encore aujourd'hui? C'est comme à chaque innovation technologique majeure, et celle-là on est vraiment une de taille, donc dont on commence tout juste finalement à mesurer les impacts. On est au tout début, et je pense que c'est comme à chaque fois, on peut en craindre beaucoup, en redouter beaucoup, et il y aura des impacts qui vont bouleverser nos organisations, qui vont bouleverser nos rédactions, nos contenus, etc. Mais il faut aussi savoir identifier ce que ça peut, les opportunités que ça peut générer, et ce que ça peut apporter de favorable dans ce que j'ai évoqué, qui sont les orientations qui, à mon avis, doivent être celles de la presse quotidienne régionale. Merci. Vous donnez un exemple. Ah, mais alors, je suis trop. Mais voilà, il peut y avoir le pire et le meilleur. Faisons en sorte qu'on ait le meilleur. Merci beaucoup, Gabriel Darcourt. Je rappelle que vous êtes le directeur général du groupe La Provence. Et pour terminer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir le président de Sud Radio, Patrick Roger. Directeur général, excusez-moi, ouais. Offense. Patrick, bonjour. Donc d'habitude, c'est vous qui posez les questions, et aujourd'hui, on va momentanément échanger les rôles, si vous le permettez. Donc on a parlé du bouleversement de la presse quotidienne régionale avec Gabriel. Concernant la radio, comment avez-vous fait évoluer une radio comme Sud Radio? Non, mais comme le disait très bien Nathalie Sonac avant, et juste Gabriel Darcourt, on a vécu là 15-20 ans complètement d'affolement en fait total dans l'univers des médias, avec l'arrivée du numérique. Et Sud Radio, évidemment, a été touché et on a bénéficié par la suite. Alors, juste d'un mot pour replanter le décor tout de même. C'est vrai que moi, ça fait 30-40 ans que je suis en fait dans le métier, donc j'ai vu tous les bouleversements arriver progressivement d'Internet. Je me souviens d'un copain dans les années 90 à Radio France qui me disait ça ne marchera jamais ton truc. Bon, on a vu que ça a marché. Et puis ensuite, en 2007, il y a cette apparition de l'iPhone. Et là, je me souviens en fait de quelqu'un, Bruno Patino pour ne pas le citer, qui était à l'époque avec moi. Lui, il était à France Culture, moi j'étais à France Info. Il a le premier iPhone et il me dit, tu vois, avec ça, tout va changer en fait demain. Tout va changer, tu feras tout sur l'iPhone. J'avais du mal à le croire. Alors rétrospectivement, on peut se dire bah oui, forcément. Sauf que il faut se remettre en fait dans le contexte. Et c'est vrai que beaucoup de choses ont changé en fait à travers ça. Et Sud Radio, pour revenir en fait à ça, il y a une dizaine d'années, on disait que les radios étaient mortes.
que c'était fini, que c'était l'avènement de l'image et qu'il n'y allait avoir que les télévisions. Et puis ensuite, on a dit, les télévisions, et c'est ce qu'on dit en fait actuellement aussi, c'est mort. Demain, il n'y aura plus que l'ensemble en fait des réseaux sociaux à travers les iPhones, l'ensemble des outils numériques. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, à la fois pour la presse quotidienne régionale, comme on l'a vu avec la Provence, qui existe toujours et qui a évidemment tous ses atouts autour de la proximité et puis de la vérification de l'information. Et Sud Radio, alors que la radio était quasiment morte, quand moi je suis arrivé il y a 5-6 ans en fait ici, aujourd'hui en fait elle existe. Elle existe parce qu'elle a entre 500 000 et 1 million d'auditeurs par jour, et parce que à travers le numérique, nous avons réussi à nous développer en utilisant ce numérique, c'est-à-dire la chaîne de YouTube où on a 800 000 abonnés, les réseaux sociaux avec Twitter, mais également Instagram, Facebook dans un premier temps. Et d'ailleurs, moi j'ai au démarrage, on me parlait de partenariat avec des télévisions pour lancer par exemple des interviews politiques. J'ai dit non, ça c'était hier. Allons plutôt le faire, et on a fait les Facebook Live à l'époque. Et on a vu en fait notre succès. Et comme nous n'avons pas une couverture nationale totale, pas encore, mais c'est difficile parce que l'administration est quand même extrêmement verrouillée effectivement en France, avec de bonnes raisons et de mauvaises raisons. Eh bien, le numérique nous a permis d'aller dans des territoires où nous n'existions pas. C'est un peu comme Amazon, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que fait Amazon. Amazon, dernièrement, a révolutionné en fait les choses, notamment au moment du Covid, en apportant énormément de choses dans les territoires, un peu partout en milieu rural, où on avait besoin de produits, on n'arrivait pas à les avoir, et il n'y avait pas de distribution localement, et Amazon l'a fait. Et donc, ça réveille un petit peu tout le monde. C'est exactement la même chose, effectivement, 800 000 à la radio. abonnés sur YouTube, c'est juste énorme, c'est la troisième radio web. Oui, alors attention, parce que évidemment, ce n'est pas le même rapport. Ça va être peut-être votre prochaine question, mais non, mais je veux dire sur les revenus publicitaires qui existent et qui en découlent. Oui. Alors juste, je reviens sur l'information aussi qui est très importante, le traitement de l'information. J'aimerais rappeler que la signature de Sud Radio, c'est Parlons Vrai. Donc à ceux qui ne vous connaissent pas et qui vous traitent de radio réactionnaire et complotiste, que leur répondez-vous? Oui, non, mais complotiste, aujourd'hui, quand on veut caricaturer quelqu'un, on le parle, et notamment un média, on a tendance à aller trop vite, très vite, à parler de complotiste. Alors qu'il y a des véritables théories du complot qu'il faut, évidemment, il faut lutter contre ces théories qui existent, qui se répandent sur les réseaux sociaux. Mais heureusement, quand on est en fait un média et quand on est en responsabilité, on lutte contre cela. Mais on donne quand même la parole. C'est là où en fait c'est assez difficile et on est parfois sur une crête. C'est-à-dire que il ne faut pas se contenter d'une seule parole, mais il faut donner la parole à d'autres personnes. Et le parlant vrai, c'est que bien souvent, pendant des années, on a voulu mettre la poussière sous la table et aujourd'hui, tout nous explose à la figure. On ne pouvait pas parler ou aborder certaines questions en étant considéré réactionnaire, comme vous l'avez dit. C'est pas moi qui le dis. Non, mais certains ou complotistes. Non, c'est pas ça. Quand par exemple sur le Covid, on se pose la question de cette fuite, du virus, du Covid. D'où vient-il? Quand on dit mais à Wuhan, c'est quand même assez extraordinaire parce qu'il y a énormément de laboratoires et c'est apparu à quelques mètres de ces laboratoires. Donc est-ce que le Covid ne vient pas d'un labo avec une fuite? Tout de suite, on est considéré comme un complotiste. Alors que c'est terrible, on se pose des questions. Et aujourd'hui, l'histoire nous dit que probablement, évidemment, ce n'est pas encore évidemment sûr, mais ça fait partie. Et on a le droit de se poser les questions. Et heureusement, et les médias sont là pour ça, les véritables médias. Et ça permet de contourner et de lutter contre toutes les rumeurs et la désinformation qui diront que oui, ça a été fabriqué dans des laboratoires pour éradiquer en fait certaines choses, prendre une domination en fait dans le monde de la part de la Chine ou autre. Ça, c'est du véritable complotisme. Donc le parlons vrai, c'est la possibilité justement d'adresser les vrais problèmes. Mais c'est difficile, c'est extrêmement effectivement difficile. Mais heureusement que ça existe en fait dans notre société, parce que si ça n'existait plus, là pour le coup aussi, la démocratie serait en danger. Mais elle est en danger tout de même aussi par l'émergence en fait de l'ensemble des moyens de diffusion numérique, où là il n'y a pas de contrôle. Et là on a perdu le contrôle véritablement, que ce soit en France ou en Europe, face à l'ensemble des acteurs économiques américains, pour ne pas le citer, mais beaucoup viennent effectivement, Nathalie en parlait, des GAFA. Et moi quand je
les ai vus déferler, je me suis dit mais c'est pas possible. Un autre exemple, je suis peut-être un peu long, mais pour décrire ce qu'on a vécu. Il y a 5 ans, je voulais en fait mettre évidemment l'ensemble des émissions en images et pourquoi pas sur un réseau. J'ai cherché en fait des réseaux français. Il y avait Dailymotion, mais Dailymotion a eu beaucoup de mal à exister, n'a pas suffisamment été soutenu par l'ensemble en fait des acteurs. Et résultat, eh bien, on est passé comme tout le monde chez YouTube et évidemment, toutes nos données sont aux États-Unis. Enfin, tout est dominé un choix non par démocratique. Et là, c'est difficile parce que c'est notre souveraineté qui est remise en cause, quoi, bien sûr. Complètement. En une poignée de secondes, Patrick, pour conclure, à ceux qui ne connaissent pas encore Sud Radio, que leur proposez-vous? Eh ben, on leur propose, c'est ça, du débat. C'est une radio avant tout de débat, de proximité, parce qu'on veut s'occuper des gens dans les territoires. On est souvent considéré comme la radio des territoires. On était il y a quelques jours dans le Gard. On va au plus près en fait des habitants pour leur donner la parole, parce que l'un des gros problèmes de notre société aujourd'hui, et c'est pour ça que les gens sont allés sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, bien souvent, c'est devenu le café du commerce avec une grande terrasse ouverte sur le monde, où on dit tout et n'importe quoi. Voilà. Et bien nous, on essaie d'aller en fait voir les gens et de recueillir leurs paroles et de dialoguer et discuter en fait avec eux. Patrick, merci si beaucoup je peux me pour permettre. votre... Oui, Nathalie, le temps. Oui, j'allais juste. Pardon, je suis désolée, je suis juste pour rebondir sur Patrick, parce que ce qu'il dit est vraiment, Roger, est vraiment très, très important. C'est-à-dire que dans les années à venir, ce qu'il faut, c'est nous garantir justement ce pluralisme de l'information. Et c'est extrêmement important de pouvoir justement évoquer, s'exprimer avec des points de vue qui sont totalement différents et en même temps s'assurer de la fabrique d'une information qui soit de qualité, d'une information fiable. Et la grande difficulté dans l'univers du numérique, c'est finalement que nous sommes tous devenus médias, c'est-à-dire cette capacité finalement à fabriquer, à diffuser, à distribuer de l'information comme si nous étions tous devenus des journalistes, alors que les journalistes ont une déontologie, une éthique, un respect de leurs pairs et en même temps des faits. Et je pense que c'est ce nouvel ordre dans lequel on se situe de désordre, justement, parce que Internet est large, parce que c'est un outil fantastique de liberté d'expression, mais en même temps, on voit qu'il y a des externalités qui sont négatives et la régulation est indispensable aujourd'hui pour justement que cet univers-là qui est numérique, il est plus large et moins démocratique. Et c'est ça qui ne va pas. C'est complètement paradoxal. Merci. Il y a beaucoup plus de moyens de s'exprimer et en même temps, il apparaîtrait comme moins démocratique. Donc c'est là-dessus qu'il y a urgence. Merci beaucoup pour votre conclusion, Nathalie. Gabriel et Patrick, merci aussi pour vos témoignages. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve toute la semaine en podcast et sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.